des cerveaux. Donc c'est vrai qu'on a l'impression, après la table ronde que nous avons eue, que nous sommes un peu saturés et que entre les avatars bleus, les vôtres, la surpuissance, la régénération, l'ubiquité, il y a comme un court-circuit entre le matériel et l'immatériel, court-circuit temporel, court-circuit d'expérience, qui nous met en difficulté parce que ce modelage du vivant, ce modelage des corps, ce modelage du cerveau, qui est peut-être à l'agenda des ingénieurs, eh bien, fait résistance. D'ailleurs, je mentionne qu'hier, des étudiants ont présenté un projet tout à fait stimulant, qui était de créer des montres, une horloge, qui tient compte du ralentissement du temps que nous percevons, que nous vivons, parce que, comme dans une sorte de projet de résistance à l'alignement technique, eh bien, ces étudiants considèrent qu'il faut agir. Alors, on voit bien que dans les organismes vivants, la mémoire qui est le renforcement des traces, est-ce que cette mémoire, l'uploading des consciences va être accessible, cette mémoire biologique va être accessible par l'informatique? C'est la prétention de certains projets à la Kurzweil, que vous connaissez, le projet de la singularité. Donc beaucoup de choses vont être donc mises sur la table pour cette dernière table ronde. Je vais, tout en m'excusant pour ma voix un peu enrhumée, chercher donc à proposer cet encadrement en vous proposant une première, comme point de départ, une première réflexion qui n'est pas la mienne, mais celle de William Gibson, donc l'écrivain américain, que les médias préubiquitaires se caractérisent par un état dans lequel les technologies de masse existaient, si l'on veut, dans le monde. Le téléphone, la radio, la télévision sont des objets du monde, alors que le paradigme ubiquitaire auquel on est confronté aujourd'hui, on peut le dire un peu baudrillardiennement, est un paradigme qui nous impose de voir les technologies comme englobant le monde. Dans ce contexte-là, si vous voulez, ces nouveaux médias convergent et entourent notre réalité et nous imposent de voir un espace qui est un espace double, parce qu'il s'agit d'un espace cognitif et un espace physique aussi, mais aussi un espace ambigu, hybride, parce que c'est un espace qui est en même temps public et privé. Les problématiques et les enjeux de cet espace double, qui ont été par exemple soulevés et énoncés déjà dans le débat qui a précédé cette section, justement nous imposent de redéfinir notre manière de voir l'intimité, notre manière de voir peut-être l'extimité, c'est-à-dire une manière de faire valider notre intimité en public, mais aussi nous impose de reconnaître que ces technologies investissent l'espace public et aussi les espaces privés, et donc que nous sommes face à une saturation technologique de notre réel. Le fait que nos technologies ne soient jamais et trop éloignées désormais de nos corps, qu'elles se frottent à nos corps, qu'elles soient toujours en contact avec nos peaux ou avec nos tissus, fait en sorte que cette saturation à laquelle je faisais allusion soit ô combien présente et claire pour tout le monde. Le dualisme numérique revient à dire qu'en gros, il y aurait une opposition entre nos espaces de réalité quotidienne, donc la réalité tangible, le réel, et après qu'il y aurait un autre espace, un espace transcendant, un cyberespace d'information pure, la réalité et à la réalité à laquelle on est confronté chaque jour, et que notre quotidien est pénétré, traversé par ces technologies, et que ce dualisme numérique doit être remis en discussion, et j'espère qu'on aura l'occasion de le faire. En réalité, on est loin de cette virtualisation, on reste ancré dans notre réalité matérielle. Je partage, si vous voulez, les idées de Serge Tisserand quand il parle d'extimité. Quand il parle du fait qu'au jour d'aujourd'hui, notre manière de décliner l'intimité dans un espace public, qui est l'espace public du web notamment, se fait à travers une manière de montrer ce qu'on a à l'intérieur, nos désirs, nos besoins, nos desiderata, pour que les autres les valident. Donc il y a une construction de soi qui est aussi une construction de nous dans ce qu'on a décidé d'appeler les communautés virtuelles. Les études empiriques que
moi-même et d'autres ont mené démontrent qu'on n'est pas du tout dans un effort de désocialisation, qu'on ne peut pas voir la socialisation comme avec une vision hydraulique, si vous voulez, comme s'il s'agissait de vases communicants, et donc si le niveau de communication en ligne monte, forcément le niveau de communication hors ligne diminue. Dans la mesure où ces usages informatiques sont des usages sociaux, c'est-à-dire qu'on se sert au jour d'aujourd'hui de ces technologies pour faire de la socialité, pour créer des liens et de la connectivité sociale, les usages ne sont jamais dissociables de cette idée de participation avec les autres. Et que donc quand je dis je suis accro de Facebook, Twitter, enfin nommez votre drogue, je suis toujours en train de dire je suis accro des interactions avec des personnes que je croise sur ces endroits-là, que je croise dans World of Warcraft, que je croise sur Facebook. Je suis accro à un échange, je suis accro à la solidarité, à l'entraide, au type de proximité émotionnelle qui est véhiculé, ou alors que je m'élude soit véhiculé par ces dispositifs-là. Il faut revoir peut-être à la baisse même nos peurs et même nos, disons, nos risques, les risques qu'on peut associer à ces technologies. Mais avec ceci, je vous remercie. Donc c'est très bien puisque le décor est planté et que la discussion sur l'idée que ces idées-là même sont des idées reçues va ouvrir vraiment cette table ronde. Je vais aborder les choses d'une façon assez différente puisque je vais m'intéresser très directement au rapport au corps qui a été évoqué assez brièvement dont le passage a été fait tout à l'heure. En m'intéressant particulièrement à l'objet tel qu'il peut être utilisé dans sa forme artistique et dans son contact direct avec le corps et à l'influence qu'il peut avoir dessus. L'hybridité présentée telle que présentée par Latour et plus particulièrement cette citation qu'il fait de Serre qui parle du rapport directement de l'homme à l'objet et de la façon dont il le constitue, non pas de l'outil mais de l'objet directement. Ce désir de communication avec l'extérieur qui vient directement modifier notre intériorité. Et où se situe vraiment précisément cette limite entre intérieur et extérieur? Je pense que c'est une des premières questions qu'on peut se poser. Un projet, donc toujours dans l'ordre des projets textiles, de réappropriation du jeu de guerre à travers une interface qui permet un contrôle d'un jeu de guerre par un massage. Donc une veste qui est dotée de senseurs et qui permet de contrôler le jeu de guerre. Donc cette idée d'inversion. Donc voici le type de règles du jeu, m'arrêter sur le type de cartographie que nous avons développé, où nous nous attachons à développer des cartographies qui sont complètement relatives, qui ne positionnent pas les usagers, mais qui s'intéressent à leurs relations entre eux au travers de cette intimité de la marche et de cet effet, de cette sensorialité augmentée. Alors Jean-Pierre Quentin va nous parler aussi de cartographie, de jeu de rôle, mais d'une manière peut-être différente, je crois. Le cœur de mon propos portera sur les relations entre acteurs, système et environnement. C'est-à-dire que on nous le dit depuis ce matin, on le savait déjà un peu, mais on le sait encore plus ce soir, notre environnement général, technique, économique, social, culturel, etc., est chahuté de tous les côtés, en partie du fait de ces évolutions technologiques, en partie du fait des réseaux sur lesquels elles s'appuient. Mais en fait, notre société est en réseau, pas seulement dans ces aspects techniques. Il y a l'intelligence ambiante ou l'électronique ambiante, oui, mais il y a aussi notre relation avec les autres, notre relation avec les systèmes organisationnels, institutionnels, etc., qui, elle aussi, se passe en réseau. C'est l'horizontalisation de la société. Hein. Et le sens de mon propos, ça sera d'essayer de dire, ça c'est assez nouveau, puisque nous étions il n'y a pas si longtemps dans des systèmes qui étaient, enfin dans des environnements qui étaient plus verticalisés. C'est le symbole de la pyramide par opposition au réseau.
Et ce que j'essaie de dire par rapport à ça, c'est que nous avons encore des pyramides plein la tête et que nous abordons notre environnement horizontal avec des références intellectuelles, culturelles, enfin dans un paradigme vertical. Qui décide? Est-ce que c'est vous, acteurs? Est-ce que c'est tous ces systèmes dont on nous a dit toute la journée que de toutes sortes de façons ils essaient de décider à notre place à bien des titres? Et il y a bien d'autres titres que ceux qui n'ont pas été évoqués. Voilà. Autour de ça, je voudrais introduire quelques éléments, moi aussi, de déstabilisation de certaines certitudes ou idées reçues. Je n'ai pas la réponse à ça. Par contre, je pense qu'il y a un certain nombre de précautions à prendre. Il y a un certain nombre, éventuellement, d'expériences sur lesquelles on peut s'appuyer. Alors, prenons les étudiants, par exemple, au fait qu'ils ont, eux, une responsabilité importante sur leur propre destin. Et que ce destin n'est pas seulement leur destin individuel, et je sévis notamment dans des écoles de commerce, donc on cultive assez largement la fibre individuelle dans ces environnements-là, et donc c'est d'autant plus important d'introduire le paramètre collectif de cette façon-là, faire prendre conscience à des jeunes qu'ils étaient totalement dans l'ornière et qu'ils ont non seulement la capacité, mais le goût de raisonner par eux-mêmes, plutôt que de souscrire à la pensée unique, de faire preuve de sens critique, moyennant un peu de rigueur et moyennant un certain nombre de contraintes. Alors, donc je suis psychologue du travail, donc je travaille sur les usages et les incidences des technologies à la fois dans l'espace social et l'espace professionnel. Je fais même des recherches dans ces espaces. C'est à partir de ça que je vais un peu expliquer effectivement comment moi je perçois un peu la manière dont les corps, je ne sais pas, mais peut-être aussi, mais aussi les esprits et la personne, entre guillemets, modelée par les outils. J'ai bien appelé incidence et pas impact, parce que pour moi, impact est très connoté. Il n'y a pas de déterminisme technologique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on met une technologie en place qu'obligatoirement on va avoir des effets qui sont prédéfinis en termes d'acceptabilité. C'est un artefact, comme on l'a cité tout à l'heure, qui est mis dans une situation, et cette situation va donner sens à cet outil. Et il va y avoir ce que Rabardel appelle un jeu d'instrumentation, d'instrumentalisation, où à la fois, moi, je vais me modifier par rapport à l'outil, mais aussi je vais modifier l'outil par rapport à mes besoins. Et c'est ce qu'on peut appeler aussi l'appropriation. Par exemple, utiliser votre téléphone portable pour vous éclairer la nuit, et ça montre effectivement qu'on a une appropriation ultime de l'outil, qui est bien une technique, c'est plus une technologie, c'est le prolongement naturel de soi. D'ailleurs, c'est ce qui distingue la technologie de la technique, à mon avis. Cette technologie devient effectivement une technique dès lors qu'elle s'adapte, elle s'ajuste, elle est le prolongement naturel de mon activité. On va même, avec des collègues, faire un symposium lors d'un congrès pour relater différentes expériences, qui s'appelle en fait la captologie. Ça devient, on parlait des technologies ambiantes, les technologies pervasives qui deviennent des technologies persuasives, c'est-à-dire comment ces technologies, bien utilisées ou mal utilisées, peuvent modifier à la fois les opinions, les idées et les comportements des individus. Et les gens délèguent leur responsabilité à un outil qu'ils estiment à un moment donné soit plus compétent, donc là on est effectivement dans une sorte d'auto-efficacité en disant bon ben je ne me sens pas compétent, c'est pas en direct, il parle de ça, je ne me sens pas compétent, pas performant dans cet environnement-là, donc j'en me remets à un dispositif que je juge plus performant. On a effectivement une sorte d'aliénation, une soumission librement consentie si on veut, vis-à-vis d'une technologie qui est plus performante, qui est plus rentable, qui est plus efficace que nous. C'est que ces technologies, elles ont un effet aussi quelque part d'aliénation sur le travail, au sens où l'individu, moi ce que j'appelle des cadres dépossédés, des cadres libre-service. C'est-à-dire que leur activité, elle est rythmée, elle est cadencée, elle est scandée par ces outils. Cet modelage de l'esprit va rejaillir sur un modelage du corps, c'est en termes de santé au travail. Là, ça m'intéresse aussi en termes de psychologie du travail, et là, des services de santé au travail nous appellent, c'est qu'on est dans une activité empêchée. C'est-à-dire que l'individu n'est plus capable de réaliser le travail qu'il estime être le bon travail. Il est soumis à un dispositif. Alors, on parlait tout à l'heure d'anthropomorphisme, on est dans du technomorphisme.
C'est-à-dire qu'on attend que l'individu soit à l'image de la machine, qu'il soit aussi performant que cette machine, qu'il soit rapide, efficace, résilient, qu'il soit, c'est ce que disait Paul Vérillon aussi, dire que le temps humain devient le temps de la machine. Le cadre, il dit, mais je ne trouve plus de sens dans mon travail, mon travail c'est quoi? C'est un travail de réflexion. Or, ça devient un travail de réflexe. Le CGIET a beaucoup travaillé sur ces domaines de désir et de déchets en matière de technologie d'information pour promouvoir le développement éco-responsable dans ce domaine-là. Alors c'est pas de l'éco-responsabilité bashing, c'est pas seulement un coup de pinceau avec lequel on habillerait une politique, non. Nous avons été assez précurseurs depuis pas mal d'années, donc avec des rapports sur la contribution des TIC donc, aux organisations sobres en carbone. Ensuite, un rapport sur le développement éco-responsable des technologies de l'information et de la communication, avec le fait d'insister notamment sur la réduction de la consommation énergétique en matière de composants électroniques, la récupération donc, de la chaleur dans les data centers, et enfin l'utilisation des données sur les usages pour modifier les comportements et inviter les personnes dans la posture individuelle ou au travail, à réfléchir aux conséquences de leur choix en matière donc, de technologie de l'information dans leur relation avec l'environnement. On a aussi travaillé sur des alertes en matière de technologie RFID, par exemple, essayer de mettre dans la gouvernance du Centre national RFID des éléments d'approche sociétale. Les objets que nous créons, et notamment ces objets avec proposition immersive, 3D, 4D, finalement, ils ont un impact parce qu'ils mobilisent, ont une certaine façon de mobiliser nos sens et notre esprit critique ou de l'animer, ont une influence sur notre manière de penser, de raisonner, d'agir, de décider. Du point de vue des politiques publiques, c'est lorsque l'on reconnaît, qu'on accepte de regarder dans les yeux avec lucidité cette interaction ou ce retour des objets que nous créons sur notre propre manière de penser, raisonner, décider ou agir. C'est en regardant dans les yeux ou en essayant de comprendre, voire d'investir dans la compréhension de ces mécanismes, que l'on est capable d'en tirer le meilleur d'un point de vue de l'action productive, sociétale, industrielle, mais également d'anticiper le pire, d'une certaine manière. Les propositions qui sont faites par ces technologies immersives, il y a la puissance des messages, qui passent par l'image, il y a la puissance de l'image qui propose ou qui suggère un certain nombre d'attitudes. Il y a la puissance de l'immersion dans la réalité virtuelle qui est encore décuplée lorsque le médium de l'accès à la réalité virtuelle lui-même se dématérialise. Le fait qu'on n'ait plus besoin de joystick, mais que le mouvement du corps lui-même implique une interaction, ou la pensée implique une interaction. Lorsque la dématérialisation de l'interface fait qu'il n'y a plus de perception entre l'esprit, d'une limite physique ou matérielle entre l'esprit et ces technologies donc, qui produisent des univers virtuels et parfois persistants, alors le risque que la suggestion l'emporte est très très fort. Et cela a des conséquences importantes. Un des points d'application sont les jeux en ligne et les jeux d'argent en ligne, peut-être l'absinthe du XXIe siècle du point de vue des impacts sociétaux, et des addictions aux jeux vidéo en ligne, en particulier aux jeux d'argent. Il y a une définition qualitative à défaut de quantitative. L'addiction qualitative est reconnue lorsque la pratique de ces jeux vidéo en ligne, alors 3D ça accentue la chose évidemment, devient abusive et irrésistible et qu'elle entraîne une focalisation sur l'objet de dépendance et une perte de capacité de contrôle malgré les nombreux retentissements négatifs sur la vie des joueurs. Mais dans tout état de cause, la puissance publique n'est pas restée complètement inactive puisqu'elle a créé à la fois un dispositif de financement de ces études dans le cadre de l'ARGEL, donc l'autorité indépendante pour la gestion des jeux en ligne, et également un observatoire des jeux qui va travailler sur la compréhension des mécanismes d'addiction aux jeux via un observatoire des jeux dont la présidence a été confiée au président du service du contrôle général économique et financier à Bercy. Je voudrais revenir sur ces technologies immersives 3D, 4D, avec probablement trois sortes d'impacts encore. L'impact physique qui est assez méconnu. Par exemple, le fait qu'il puisse y avoir un développement de l'électrosensibilité, le fait d'être exposé à un champ électromagnétique. Nous n'avons pas au jour d'aujourd'hui des éléments d'expertise indépendante suffisamment précis pour répondre à des préoccupations. Un deuxième aspect qui est l'impact cognitif, alors je n'ai pas le temps de développer, mais
Il y a effectivement des tests selon lesquels ceux qui seraient les plus sujets à l'addiction dans ces domaines seraient des personnes qui formulent avec un certain stress, une certaine fatigue d'être soi, ou une fatigue de soi. Et enfin, sur les impacts sociétaux, donc c'est la question même de la liberté de penser, ou le fait de résister contre le court-circuit de la raison, et le court-circuit de la civilisation, d'une certaine manière, quand on a une suggestion qui s'adresse à vous et qui s'adresse, je dirais, aux registres émotionnels contre lesquels il est parfois assez difficile de lutter. Lorsqu'il s'agit de suggestions qui vous viennent par la sphère du marketing pour vous vendre un produit, vous pouvez effectivement être plus ou moins attiré par ces propositions-là, mais lorsqu'il s'agit de marketing politique, là on arrive sur une sphère beaucoup plus délicate, et donc le fait d'être capable pour la puissance publique de s'appuyer sur de l'expertise indépendante, d'être intelligent de l'intelligence des autres, hein, académie, industrie, société civile, c'est probablement éviter de se fourvoyer dans des orientations de politique publique qui seraient sans avenir. On parle souvent du rôle d'Internet dans la campagne d'Obama, et puis on en parle encore plus aujourd'hui avec le printemps arabe. Par rapport à la thématique là, de la table ronde, dans le document, j'avais les mots-clés, c'était électronique incorporée, corps digital. Donc j'avais quelques craintes en fin de compte, parce que j'imaginais qu'on allait voir des projets, ça a juste été évoqué pour le Kurzweil sur le transhumanisme, l'humanité plus. Bon. Et en fin de compte, alors il y a beaucoup de craintes derrière ça, de l'homme augmenté, mis de capteurs, le corps envahi, l'invasion du corps. Et en fin de compte, j'ai pas du tout entendu ça. Ça me rassure parce que je pense que c'est très marginal. Effectivement, certaines technologies peuvent aider, on l'a évoqué aujourd'hui, peuvent aider des personnes fortement handicapées, je pense surtout au handicap moteur. Mais en tant que, là, si je regarde l'histoire de l'interaction machine et des interactions, c'est pas du tout ce qu'on voit. En fin de compte, il y a un peu un refus d'incorporer dans la chair tout système de traitement de l'information, tout capteur, et donc tout ce qui est invasif a toujours été rejeté. Et on vit un moment particulier où pendant 30 ans, je dirais que les interactions ont beaucoup évolué. Depuis 2007, ça a été évoqué aussi aujourd'hui, l'iPhone, on se tourne vers des interactions tactiles, tout c'est ce que j'appelle la tactilisation des objets. Nos objets sont de plus en plus tactiles, de plus en plus d'objets sont tactiles plutôt. Et puis le geste, là ça vient d'être évoqué aussi, c'est que la référence était claire à Kinect de Microsoft, donc où l'utilisateur va effectivement s'exprimer par son corps. Alors le corps, je pense, je rejoins la thématique là, je pense que le corps va jouer de plus en plus, va prendre un rôle de plus en plus important. Alors ça peut être des gestes comme ça, mais ça peut être aussi où on bouge, c'est-à-dire c'est logique avec l'utilisation de dispositifs nomades, comme ça se développe depuis une dizaine d'années. C'était les PDA, aujourd'hui c'est les smartphones. Donc je crois vraiment à un changement complet en termes d'interaction, qui a été long à venir, mais où le corps va être de plus en plus important, va jouer un rôle de plus en plus important. Par contre, je crois très très peu à l'invasion du corps dans la chair de tout un tas de dispositifs. Les enjeux de cette numérisation de la vie même, ou finalement ce qu'on appelle le tournant numérique, qui peut se caractériser par plusieurs choses, une sorte une impression d'observation totale, c'est-à-dire que par défaut tout est enregistré, hein, alors qu'avant on manquait de mémoire, le rapport entre mémoire et oubli est en train de se transformer au profit de la mémoire, et avec un déclin de l'oubli. On a affaire aussi à ce qu'on appelle la réalité augmentée, qui est finalement une conséquence ou une cause de l'enregistrement systématique. Hein. Tout ça va de pair. Si l'informatique ubiquitaire, si les systèmes d'environnement intelligent sont en train de se mettre en place, qui augmentent notre champ perceptif de contenu informationnel tout à fait adapté à notre personnalité, à notre profil, à notre localisation, etc. Il y a une sorte d'individualisation, donc individualisation de service, qui va de pair avec finalement un enregistrement, une traduction du monde physique et de ses habitants sous forme de données, d'informations métabolisables par des systèmes informatiques. C'est ce que j'appelle la digitalisation ou la numérisation de la vie même. Donc on a affaire à des dispositifs qui de plus en plus vont être auto-apprenants.
cette autonomisation croissante des dispositifs de traitement de l'information pouvait avoir un impact sur ce qu'on appelle l'autonomie ou la capacité d'agir ou les capacités réflexives des individus. Donc tout ça nous a amené finalement, m'amène à concevoir que l'enjeu fondamental de cette digitalisation-là n'est pas vraiment des enjeux de protection de la vie privée, protéger la coquille douillette de l'intimité. Ce sont des enjeux qui existaient depuis toujours, et tout accroissement de la visibilité sociale s'accompagne de ce même type d'enjeu. Donc il me semble que l'enjeu est beaucoup plus radical, puisqu'il s'agit ici de réfléchir aux préconditions de la possibilité de la pensée critique, aux préconditions de la possibilité de mise à l'épreuve de tous ces dispositifs qui sont en fait des nouveaux systèmes de gestion de l'incertitude, par gestion de très grandes quantités de données et par mise en corrélation de données récoltées dans des contextes divers, hétérogènes les uns aux autres. C'est une nouvelle manière de rendre le monde signifiant à des fins essentiellement de gestion de l'incertitude, une gestion de la complexité. Gouverner tout ça, finalement, n'est plus à la portée de l'esprit humain. Donc on a bien été obligé, et en plus ça tombe bien, on a à notre disposition des tsunamis de données, donc on a des quantités massives de données dans des entrepôts, le data warehouse, qui ne demandent qu'à être traités par des algorithmes de manière à rendre le réel prévisible ou prédictible, même si on ne connaît pas la cause des phénomènes. Le savoir n'est plus quelque chose qui se produit et n'est plus quelque chose qui s'interprète non plus. Donc c'est toujours déjà là. On ne gouverne plus l'actuel, ce qu'on gouverne, c'est le potentiel, c'est le virtuel. Ce qu'il importe de gouverner aujourd'hui, c'est ce que peuvent les corps. Donc on ne contraint plus les corps. À la limite, ce mode de gouvernement peut fonctionner très bien en tolérant la sauvagerie des faits. Finalement, on se sent tout à fait libre, on ne se sent pas contraint. C'est un mode de gouvernement qui ne gouverne que des risques, et comme on sait, un risque, ce n'est personne encore. Donc personne n'est visé par ce gouvernement. Ce mode de gouvernement ne s'adresse plus aux individus corporels, il ne s'adresse plus aux individus non plus psychiques. C'est un mode de gouvernement qui passe uniquement par une sorte de comportementalisme numérique, comme je l'ai appelé, c'est-à-dire que c'est un mode de gouvernement qui ne vise plus à inciter les personnes à suivre la norme sous la menace d'une sanction. C'est un mode de gouvernement qui simplement analyse les traces, fait des modèles de comportement et vise uniquement des comportements et plus des personnes, et fait en sorte, en anticipant sur ces comportements, en structurant a priori l'environnement informationnel et physique des personnes, il fait en sorte que certains événements, qui peuvent être des comportements éventuellement, se produisent ou ne se produisent pas à coup sûr. Très difficile pour les individus de se situer par rapport à cette nouvelle forme de création de réalité qui pourtant va les gouverner. On n'a jamais été des sujets intentionnels, on le sait depuis Lacan nous l'a montré, la psychanalyse nous l'a montré, Franz Fanon nous l'a montré aussi, d'autres gens qui nous ont montré, Butler nous a montré aussi que l'identité ce n'est jamais qu'une performance, hein, en fait. L'individu, l'identité en fait n'est pas un phénomène, c'est un processus. On se construit une identité en permanence. Un grand merci à tous pour ces contributions extrêmement variées.